Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Dehallois. Bonjour Philippe. Bonjour Tariq, bonjour Elisa. Alors, si je me fie un peu à votre compte LinkedIn, vous êtes diplômé de l'ICHEC, vous êtes un banquier d'affaires spécialisé dans le suivi des relations avec les FBO, Family Business Owners, mais avant cela, vous avez travaillé dans le tourisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Alors, j'ai eu un parcours assez classique au début de ma vie professionnelle, puisqu'après avoir fait des études à l'ICHEC, je suis entré dans le groupe Paribas, avec un parcours classique, seconde agence, et puis un jour malheureux qui s'est transformé en jour heureux, puisque notre agence a été victime d'un hold-up assez violent qui a traumatisé mon directeur de l'époque, qui a décidé de ne plus jamais revenir dans une agence. Et puis là, un choix s'est offert à moi, c'était soit d'appeler au secours et de demander à ce que le directeur soit remplacé, soit ce que me recommandait le directeur de l'époque. Il m'a dit, écoute, c'est ta chance, t'as qu'à te jeter dans le bain, je t'aiderai mais à distance, mais si tu acceptes qu'on te reparachute quelqu'un, tu vas perdre 2 ans. Donc voilà, j'ai sauté dans le bain. Et là, vous aviez quel âge ? Et là, j'avais 25 ans. Ah oui, donc vous étiez très jeune. Oui. Et puis donc, parcours classique dans le groupe Paribas, qui à l'époque était une superbe banque, connue tant pour son volet banque privée que pour son volet corporate. Et puis, dans le groupe Paribas, le hasard de la vie et probablement la passion des voyages a voulu que je cumule sur ce qu'on appelait un desk, donc dans mon enveloppe de clients. J'avais plusieurs tours opérateurs et compagnies aériennes, et ce qui a fait que progressivement, je suis devenu qualifié de spécialiste en aérien et en tour operating, donc tour opérateur. Et un jour, un de mes clients m'a dit « écoute Philippe, ou Monsieur Dehallois, il m'appelait à l'époque, ce serait sympa que tu viennes me rejoindre. On trouvera un arrangement entre nous. Je ne sais pas te payer comme on te paye à la banque. Mais voilà, viens me rejoindre. Toi, tu garderas la niche à Bruxelles pendant que moi, je contrôlerai les produits à destination. » Et vous vous êtes lancé ? Et alors, je me suis lancé. Et pendant 3 ans, j'ai été tour opérateur, en opérant nos propres avions. Et donc ça, c'était une vie Et ça, c'était bien quelque différente. chose que vous maîtrisiez pas du tout finalement, parce que vous étiez banquier de formation. Alors, j'étais banquier de formation. Donc, en effet, je ne maîtrisais pas l'aspect tour operating, mais mon associé était un pro du tour operating. C'était l'ancien fondateur d'un groupe qui était bien connu en Belgique, qui s'appelait Bosphorus. Et donc, lui, il maîtrisait ça à la perfection. Et donc, il n'y avait pas besoin en tant que tel de maîtriser le produit touristique. Ce qu'il fallait surtout, c'est maîtriser l'administration en Belgique, les rapports avec les chaînes d'agences de voyage. Et là, c'était plus des relations commerciales ou financières classiques qui n'avaient pas besoin d'être... Il ne fallait pas être un professionnel en tant que tel du tourisme. Et qu'est-ce que vous avez appris particulièrement pendant cette période-là ? Je dirais que ce que j'ai appris, c'est que quand on travaille dans une grande institution, on est finalement dans une position de confort et de luxe, parce que chaque problème est généralement solutionnable en interne. Quand vous êtes dans une PME et que vous avez votre serveur qui plante, c'est une catastrophe. Quand vous avez une inondation, c'est une catastrophe. Quand vous avez des collègues qui démissionnent, c'est une catastrophe. Et donc, je trouve que dans des structures avec, nous étions une 30aine de personnes, qui sont donc pas encore vraiment fort structurées, en fait, en gros, tous les jours, c'est des misères. C'est le plaisir de faire voyager des gens, de rêver, de passer la télé à la radio, mais au quotidien, c'est difficile. Et maintenant, vous n'êtes plus dans le tourisme. Et donc maintenant, je suis revenu depuis 12 ans à mes premiers amours, à la banque, chez Degroof Petercam, où je m'occupe exclusivement de chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le tourisme ? Une envie de voir autre chose, de revenir Alors, ce qui a fait que j'ai quitté le tourisme, c'était plusieurs choses. C'est que j'étais dans une position de minoritaire dans cette société et j'avais à côté de moi 2 gros blocs et j'étais devenu en fait casque bleu parce qu'avec mes quelques pourcents de la société, je pouvais en permanence
faire la balance. Et j'étais avec un associé turc qui est un associé belge néerlandophone. Et en fait, ces deux associés se parlaient peu. Et moi, j'étais un peu la courroie de transmission entre les deux. Et donc, je me suis retrouvé dans une position qui était souvent inconfortable. Et puis, j'ai un jour eu l'opportunité de recéder mes parts et de revenir à mes premiers amours et à faire des choses que je considérais comme étant à plus haute valeur ajoutée. Et ayant pu bénéficier de cette expérience de chef d'entreprise, j'étais peut-être un peu plus crédible qu'un banquier classique qu'on qualifie parfois de personnes avec un parapluie qui vous offre un parapluie quand il fait beau et puis le reprend quand le temps se gâte. Et donc, quand on fait voler des avions, qu'on fait voyager beaucoup de monde, on prend des risques qui sont importants. J'ai envie de dire que mal dormir, c'est quelque chose que j'ai connu. Et je me souviens d'une anecdote, c'est que mon associé m'avait dit, tu sais Philippe, depuis que je sais que tu dors mal, moi je dors mieux. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites maintenant alors, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de FBO, comme l'avait dit, donc des Family Business Owners. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc ce sont des actionnaires de sociétés qui sont à la fois dirigeants et actionnaires de leur société. Ça peut être des petites sociétés, sont souvent on va dire des moyennes sociétés ou des petites sociétés cotées en bourse. Très bien. Et alors vous gérez au quotidien avec eux, Alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, chez Degroof Petercam, on est assez transversaux, donc à savoir que quand on voit un chef d'entreprise, on le voit dans sa globalité. Et donc, on a coutume de dire qu'on est les partenaires des patrons d'entreprise et que l'on peut aussi bien s'intéresser à leurs problématiques privées, familiales, qu'à leurs problématiques de haut de bilan, donc comment évoluent leurs affaires, comment sont-ils financés, quels sont leurs challenges, quels sont leurs défis, et en fonction de leurs besoins, en ma qualité de généraliste, je les oriente alors vers l'un ou l'autre service que propose la maison. Donc vous les accompagnez vraiment Oui. Presque intimement finalement. Très intimement, Voilà. oui, très intimement. Bon, on est souvent à tu et à toi avec nos clients et ça devient d'autant plus intime que ça s'inscrit généralement sur du long terme et que donc il y a des gens que j'ai suivis déjà dans une autre vie quand j'étais dans le groupe Paribas et que je continue à suivre ici 25 ans plus tard chez Degroof Petercam. Et quels sont vos gros challenges actuellement dans votre métier, s'il y en a ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'un gros challenge, mais c'est un peu bateau ce que je vais répondre, c'est qu'il y a un environnement régulatoire qui rend la vie un peu moins amusante qu'avant. Autrement, je dirais que mes gros challenges, c'est d'être aux côtés des clients au quotidien, d'être disponible et de participer à la vie des clients. Donc moi, je n'ai pas envie de dire que ce sont des gros challenges, ce sont plutôt des gros plaisirs. Moi, en fait, j'ai la chance de voir globalement tous les jours des gens qui vont bien, des gens qui sont dynamiques, qui sont pleins d'idées. Et je dis souvent en rentrant à la maison à mes enfants que moi, c'est comme si j'étais un enfant et que j'allais tous les jours en voyage scolaire parce que tous les jours, je rencontre des gens formidables. Très bien. Très agréable en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux finalement pour la suite ? Est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses ? Est-ce que vous voulez rajouter des cordes à votre arc ? Ou alors finalement... Non, au quotidien, je m'amuse. J'interviens régulièrement en soutien de collègues qui sont peut-être moins à l'aise avec des chefs d'entreprise. Donc, tous les jours, c'est un plaisir. Donc, j'ai pas vraiment envie de faire de nouvelles choses. Très bien. Alors, maintenant qu'on a défriché un peu le terrain, qu'on vous connaît un petit peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il écoute bien attentivement notre discussion et c'est le moment de son décryptage. Philippe, donc merci pour ce témoignage et de nous avoir raconté ton parcours. Je te connais un petit peu. Et donc j'ai envie de te poser la question suivante. Pour être un bon banquier d'affaires, il faut aimer l'argent ou les gens ? Alors, sans conteste, aimer les gens. Prouve-le. Je peux le prouver au quotidien, puisque je viens de dire que j'avais la chance de rencontrer tous les jours des gens formidables. Ces gens formidables sont bien souvent des gens qui ne sont pas riches ou qui ne le sont pas encore. Et en tout cas, la plupart des gens que j'accompagne sont des gens qui sont motivés par leur business et pour lesquels l'argent n'est pas une fin en soi. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. C'est agréable que le travail soit récompensé, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avide d'argent. Je pense que le modèle qu'on peut avoir de banquier d'affaires,
est un peu galvaudé par l'image anglo-saxonne qu'on peut en avoir de gens, des requins avec des dents longues, des loups de Wall Street. C'est pas ce que je vis au quotidien. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on t'a invité. Je t'ai rencontré au réseau Entreprendre où tu aidais et partageais tes conseils avec des jeunes entrepreneurs dont je faisais partie d'ailleurs. Et je te remercie parce que tes conseils dans le domaine du tourisme ont été très utiles à moi-même. Tu parlais finalement, il y a eu beaucoup de hauts, mais tu as connu aussi les bas. Et les jeunes entrepreneurs, ils ont besoin de voir des gens qui ont réussi et qui leur racontent que finalement le chemin est sinueux. Et ça, tu m'as apporté beaucoup quand on s'est rencontrés. Et donc je confirme qu'il faut demander conseil à des gens qui ont réussi et en savoir plus sur leur histoire parce que ça donne de l'inspiration pour continuer à avancer. Et donc ça nous amène à l'autre question qui est si quelqu'un qui nous écoute veut devenir client de votre banque d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'il peut faire à partir d'aujourd'hui? Mais à partir d'aujourd'hui, il peut toujours nous appeler parce que je pense que ça fait partie de notre rôle que d'accompagner des jeunes, de leur offrir du temps, de leur offrir de l'affection et d'être leur caisse de résonance s'ils se posent des questions. On n'a pas la prétention de connaître les métiers de tout un chacun. Par contre, moi j'ai coutume de dire que le cas qui vous préoccupe et que vous pensez hyper personnel, dans sa composition, va probablement ressembler à beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Et c'est en fait une sorte de puzzle, de mosaïque. Et on pourra, grâce à l'expérience qu'on a acquis dans 150 dossiers différents, vous faire part de réflexes que moi je qualifie souvent de réflexes de la campagne, mais je fais souvent rire mes collègues en disant qu'il n'y a rien de tel que le bon sens du paysan. C'est quelque chose auquel je crois profondément. Et je pense que si on peut mettre ce bon sens du paysan au service d'entrepreneurs qui se sentent souvent bien seuls, on aura fait une partie de notre boulot. Et quand bien même tout ça ne débouche pas à court terme sur des relations commerciales, on sait qu'on s'aime pour l'avenir et que je trouve que ça fait partie du rôle d'un banquier que d'offrir du temps à des jeunes ou à des moins jeunes qui sont dynamiques, qui ont un jour décidé de mouiller leur maillot. On dit souvent qu'en Belgique, il y a beaucoup plus de capital que de bons projets. Alors, est-ce que c'est vrai et comment savoir si on a un bon projet? Alors, j'ai envie de dire oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de capital que de projets. J'ai tous les jours des gens qui viennent me dire « t'aurais pas un projet sympa de gens que je pourrais aider, accompagner ?» Et j'ai en effet l'impression qu'il y a moins de beaux dossiers que de gens fortunés en Belgique. Et donc moi je pleure aussi pour avoir accès à des beaux dossiers. Alors maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un beau dossier. Je pense que c'est toute une alchimie complexe que de pouvoir apprécier le potentiel d'un dossier. Et donc là, j'ai envie de dire qu'on voit de tout. C'est difficile pour nous d'oser dire à quelqu'un qu'on pense que son dossier est moyen. J'ai envie de dire de quel droit est-ce que moi je pourrais dire à quelqu'un « écoute, non, je n'aime pas ton dossier ». Donc dans le pire des cas, on s'abstient en disant poliment qu'on verra de façon opportuniste et pragmatique si on pense pouvoir l'aider. Ça, c'est une façon polie de dire qu'on pense qu'on ne trouvera pas de solution. Et puis quand on peut faire plaisir à des clients en leur disant « mais écoutez, vous m'avez dit que vous cherchiez à aider un jeune ou un moins jeune dans tel ou tel secteur et qu'on peut faire profiter à nos clients de notre réseau », c'est fantastique parce que finalement on fait plaisir à un entrepreneur qui démarre et puis on fait également plaisir à un client qui est souvent lui-même entrepreneur, ayant été successful et ayant un peu d'argent à investir auprès de jeunes talents. Donc vous êtes à l'écoute. Finalement, c'est aussi le réseau qu'on vient chercher chez vous avant de chercher l'argent. C'est chercher l'expérience et des gens qui peuvent justement aider une bonne idée et une bonne équipe à passer à l'étape suivante pour rester dans le thème du podcast, je veux dire. En effet. Donc, ce sont des choses qu'on fait volontiers. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas notre seul métier. Ceci est un métier satellite par rapport à notre corps de métier qui nous fait vivre au quotidien, qui est d'être banquier privé et banquier d'affaires. Donc, c'est un accompagnement qu'on offre à des fils de clients, à des jeunes qu'on rencontre, par exemple, dans le réseau Entreprendre. Mais ce n'est pas le cœur de métier de la maison. Mais je pense que c'est par contre une obligation que d'offrir ce temps. Alors parlons justement de votre cœur de métier, donc des gens qui ont ces fortunes. Dans ta longue expérience, qu'est-ce que tu perçois comme étant l'inconvénient de la fortune ? Moi, j'ai coutume de dire qu'avoir des problèmes d'argent
est plus embêtant que d'avoir des problèmes avec son argent. Donc parler de gros inconvénients, je pense qu'il ne faut pas quand même non plus se voler la face. Ça reste un problème de luxe, c'est un problème agréable. Et que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à rappeler aux clients quand ils ont tendance à larmoyer quand les marchés baissent comme maintenant de quelques pourcents. Donc c'est un problème de riche. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut pas exagérer. L'argent n'est pas un problème, c'est plutôt un problème que beaucoup de gens aimeraient avoir. Donc Et est-ce que tu penses que votre métier de banque d'affaires est menacé par des changements de type nouvelles technologies, robotisation, des intermédiations. Est-ce que tu penses que c'est une menace pour votre métier ou que c'est une mode passagère qui ne changera pas la relation humaine qu'on a avec un banquier d'affaires? je pense que vendre une société autrement qu'en faisant intervenir des gens professionnels, c'est un leurre. Donc penser que des machines vont un jour vendre des belles sociétés, je pense qu'on peut oublier aussi sec. Dire que la technologie pourra faciliter certains contacts, certains échanges, des bases de données, etc. Oui, mais je pense que le intuitu personae en matière de banque d'affaires, pour moi, il est aujourd'hui incontournable. Là où la technologie va probablement plus modifier les habitudes des banquiers, c'est peut-être en matière de gestion, où on est de plus en plus alors confronté à des robots, à des gestions indicielles. Et donc là, je peux concevoir que ça évolue, mais en termes de banque d'affaires, ma perception des choses est que ça ne change exactement rien. Oui, donc on parle bien du banquier d'affaires qui aide à céder ou à acquérir une entreprise, Mais pas du gestionnaire de la fortune. Ouais, Quoi, donc celui qui est en fusion-acquisition, qui travaille aussi bien à lever des fonds en termes d'actions que lever des fonds type obligataire, dette. C'est clair que ça ne remplacera pas les hommes. Alors, vous avez un ADN belge. Et comment est-ce que tu vois la Belgique, enfin Bruxelles en particulier, mais finalement la Belgique et les challenges pour notre économie? Vaste débat. J'ai l'impression qu'on est des gens dynamiques, que la Belgique tourne, quoi qu'on en dise, assez bien, qu'elle est relativement bien gouvernée. On ne va pas rentrer dans des sujets polémiques. Et donc, moi, je ne vois pas de différence notoire avec les voisins, mais je ne sais pas si je suis la personne la mieux à même de me lancer dans de pareilles considérations. Revenons alors peut-être sur du bon sens et de l'expérience. Moi, j'ai étudié à Londres. Et alors à l'époque, je pouvais lire de temps en temps le Times. Et on voyait souvent les classements des grandes fortunes en Angleterre. Et on se rend compte que c'est presque en majorité des étrangers. Bon, c'est pas étonnant, il y a des gens... Enfin, c'est pas étonnant pour Londres, mais on voit moins ça en Belgique. Est-ce que tu crois que ça, c'est une tendance qui reste? Je vais dire le côté justement traditionnel. Ou est-ce que tu penses que c'est en train de changer? Pour ce qu'il m'est donné de fréquenter, moi je fréquente principalement ou exclusivement des Belges, et donc pour moi les grandes fortunes belges restent belges, et je dirais que quand j'entends parler de grandes fortunes étrangères, ça sonne parfois un peu russe, et ça sonne parfois un peu toxique, donc c'est des gens que nous ne fréquentons pas, donc j'ai du mal à répondre quant à tout ce qui touche aux pétromonarchies et autres, ce ne sont pas des gens qu'on a coutume de côtoyer dans une banque comme Degroof Petercam. Donc on reste assez locaux, que ce soit en Belgique, en France, au Luxembourg. Très bien, merci pour cet échange très instructif. Alors, on va devoir conclure. Et pour ça, on a décidé de vous poser quelques questions courtes. Vous ne devez pas trop réfléchir, c'est un peu du tac au tac. Et l'idée, c'est de répondre le plus brièvement possible. Un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne? Mais ce n'est pas tellement un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Par contre, j'aurais aimé me sentir moins seul quand j'étais à la tête de ma société. Et je trouve que la solitude du chef d'entreprise est quelque chose de terrible. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te départir? Alors, j'ai pas beaucoup d'ordre, donc mon bureau est rempli de papier. Je ne suis pas un pro de l'électronique, et donc je pense que j'ai un bureau qui ressemble encore au bureau de nos arrière-grands-parents. Et enfin, une citation que vous auriez rêvé de dire?
ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. C'est parfait pour terminer. Alors merci, c'est la fin de ce podcast. Merci Philippe d'être venu. Merci de nous avoir inspirés. On espère aussi que vous, ça vous a inspiré. Merci Tariq. Merci Elisa, merci Philippe. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux et puis à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Next Step.